Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici les titres. L'assurance maladie désormais effective pour les maires et les conseillers municipaux au Togo. Le projet a été lancé hier et vise l'amélioration des conditions de vie des élus locaux. Cette assurance leur garantit le remboursement pour la prise en charge des frais médico-pharmaceutiques et autres exposés en cas de maladie ou d'altération de la santé. Lutte contre l'apatridie au Togo, les députés sont mis à contribution. Ils ont échangé hier à Lomé sur le sujet à l'initiative du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Objectif, mettre fin à cette situation dans la sous-région ouest-africaine d'ici à 2024. Demain s'ouvre à Accra au Ghana un sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à l'évolution des situations en Guinée et au Mali. La CEDEAO critiquait tant au Mali qu'en Guinée. L'organisation sous-régionale est notamment accusée de faire du deux poids, deux mesures. Ouvert depuis le 31 octobre dernier à Glasgow, en Écosse, les travaux de la COP26 se poursuivent. Objectif, mettre fin à la déforestation pour 2030 et réduire les émissions de méthane de 30%. 6 ans après la COP21 et la signature de l'accord de Paris, elle doit permettre de dresser un premier bilan et accélérer les efforts contre le réchauffement climatique. Madame Yao Meri est membre de la délégation togolaise à Glasgow. Elle est notre invitée ce samedi. Et puis c'est à suivre également dans ce journal les échos du palais, les sports et la revue de presse. Et nous ouvrons ce journal avec les activités à la primature. Madame, le Premier ministre a reçu hier en audience 3 personnalités. Madame Victoire Tomega Dogbe a d'abord conféré avec le médiateur de la République, Madame Awa Nana Daboya. À l'issue de l'entrevue, Madame le médiateur de la République a déclaré être allé remettre à la chef du gouvernement les formulaires de la déclaration des biens. Également au menu des échanges avec Madame le Premier ministre, la façon dont elle compte mener sa mission. J'ai eu la chance de rencontrer son Excellence Madame le Premier ministre ce matin parce qu'il est de bonne loi après ma prestation de serment et l'envoi à l'exercice de mes fonctions que je puisse rencontrer donc les autorités faîtières du pays. Cette nouvelle mission, c'est recevoir les déclarations des biens des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et des autres assujettis tels que c'est mentionné dans la loi. Je suis venu officiellement remettre la loi qui est aujourd'hui imprimée donc à son Excellence Madame la Première ministre et au plus tard, vous savez, après mon serment, au plus tard le 24 janvier, je dois moi-même faire ma déclaration. Madame Awa Nana Daboya, médiateur de la République. L'ambassadeur Afrique de Mercy Shipp est la deuxième personnalité à être reçue par Madame le Premier ministre. Monsieur Pierre Mpélé est lui allé faire le point de sa mission en ce qui concerne les opérations sur ce bateau humanitaire qui œuvre dans le domaine de la santé. Pierre Mpélé à l'issue de l'entrevue. Mercy Shipp et le gouvernement togolais, même le peuple togolais, entretiennent un partenariat de longue date, puisque le périple de Mercy Shipp en Afrique, cela fait 30 ans qu'un jour de décembre 1990, le président Eyadema a ouvert le port de Lomé pour recevoir le bateau, le navire hôpital de Mercy Shipp. Et depuis, nous avons cette coopération. Avec ou sans bateau, nous continuons à travailler ensemble pour la santé. Et nous sommes venus faire le point à la Première ministre de la campagne que nous avons lancée hier, qui vise à opérer 2000 cataractes, donc à soulager les efforts considérables que fait déjà le gouvernement, parce que la santé est un bien important et qu'il s'agit de solidarité. Le ministère de la Santé, avec l'ONG Lumière Divine et le programme national de lutte contre la cécité, ont lancé cette campagne Manamese, qui consiste à faire en sorte que ceux qui ont la cataracte soient opérés et retrouvent la vue.
En troisième et dernière audience hier, Madame Victoire Tomega Dogbe a eu des échanges avec Monsieur Philippe Ebanga, directeur des opérations Afrique de l'Ouest de la société Total Energy. Celui-ci a donc déclaré à sa sortie d'audience être allé rendre une visite de courtoisie à Madame le Premier ministre. C'était une visite de courtoisie. Nous sommes bientôt Total Energy Marketing Togo. Nous sommes ici dans le pays depuis près de 60 ans. Donc, comme j'ai pris mes fonctions de directeur de la sous-région ici, à cette occasion, je voulais juste saluer son Excellence et lui dire toutes les bonnes relations que nous avons d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue d'échange avec les autorités. C'est la qualité de ces échanges. Notre objectif, c'est d'accompagner cette croissance et d'être présent et de continuer à jouer notre rôle de acteur majeur du marché avec les meilleurs standards pour les produits qui sont commercialisés auprès des populations. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, M. Père-Croix Boukpessi, a procédé hier à Lomé au lancement de la couverture en assurance santé, en assurance individuelle, accident groupe au profit des maires et conseils municipaux du Togo. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du chef de l'État, vise à améliorer les conditions de vie des élus locaux. Raoul Tetonyake, Mathias Bebeni. Désormais, tout maire ou conseil municipal ayant des soucis de santé ou d'accident pourra être pris en charge. Ceci à travers l'assurance santé et l'assurance individuelle accident groupe. Comment fonctionne ce mécanisme? Les détails avec à l'oignon Anani Casimir, directeur général adjoint NCA Assurance Togo. Les polices d'assurance souscrites par l'État au profit des maires et des conseillers municipaux. Il s'agit de la police santé, donc la police maladie, et puis de la police individuelle accident. La police santé donne l'accès aux soins de santé, donc la couverture des actes médicaux, des produits pharmaceutiques. Pour ce qui concerne l'individuel accident, nous couvrons les frais médicaux, que ce soit au Togo ou dans le monde entier. En cas de décès suite à un accident, il y a un capital de 5 millions qui sera payé aux ayants droit du maire ou du conseiller victime d'accident. Au niveau des frais médicaux, le plafond est de 500 000 francs CFA. Au nom des bénéficiaires, le maire du Golfe 1, Kwame Gomado, a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour son acte de solidarité envers les élus locaux à travers sa politique sociale. Monsieur Kwame Gomado, représentant les bénéficiaires. Nous tenons à dire merci au chef de l'État pour cet acte de solidarité envers tous les élus locaux. À travers cet acte, le chef de l'État vient de garantir la sécurité en matière de santé à tous les élus locaux. À travers ma modeste personne, c'est tous les conseillers des 117 communes du Togo qui remercient le chef de l'État, et je profite de cette occasion pour faire appel à tous les conseillers pour qu'on puisse s'engager encore sur le terrain pour donner une chance à la décentralisation. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Père-Croix Boukpessi, a rendu hommage au chef de l'État et relevé les actions menées au profit des conseillers municipaux. Ministre d'État, Père-Croix Boukpessi. Nous devons rendre un hommage mérité au président de la République pour avoir tenu parole et pour ce geste d'amélioration des conditions de vie des élus locaux. Cet acte est précédé d'autres actions telles que l'octroi de véhicules de commandement à chaque maire, la construction très prochaine de 40 sièges de communes avec l'appui de nos partenaires allemands, la réhabilitation de 10 bureaux communaux. Je ne voudrais pas passer sous silence les dotations du fonds d'appui aux collectivités territoriales pour près de 10 milliards en 2 années seulement. Cette attention particulière du chef de l'État se justifie par ses préoccupations permanentes pour l'amélioration du cadre de vie des populations, de la qualité des services de proximité à offrir aux populations et à l'accélération du développement local. C'est la société d'assurance NCA qui a été retenue pour assurer cette mission. Son directeur général, Constant Djike, a rassuré à conduire le projet et à faire en sorte que les assurés soient satisfaits. Environ 1 million de personnes seraient touchées par l'apatridie en Afrique de l'Ouest, selon un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés.
Pour le HCR, aucun enfant ne doit exister sans appartenance à un État. Le Togo, qui en fait son fer de lance, s'est engagé à éradiquer les fléaux de l'apartheid. C'est donc dans ce combat que les parlementaires du Togo ont échangé hier à Lomé sur le sujet. La rencontre de Lomé s'inscrit dans le cadre des activités de mise en œuvre du plan national de lutte contre l'apartheid et coïncide avec le 7e anniversaire de la campagne mondiale d'éradication de l'apartheid. Elle se veut aussi un cadre d'échange et de partage sur les différents aspects, les causes et les conséquences sur une personne sans identité. Madame Monique Ekoko, représentante multi-pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés avec résidence à Dakar. Ne pas poser de nationalité peut être préjudiciable et dans certains cas avoir un effet dévastateur sur la vie des personnes concernées. Les lacunes dans les lois et dans le code de la nationalité sont l'une des causes de l'apartheid. Il est donc évident l'implication des députés dans l'éradication de l'apartheid est indispensable. En tant que détenteur de pouvoir législatif, votre rôle est déterminant puisque c'est à vous que d'évoluer la responsabilité d'assurer le vote de loi nationale conforme au droit international et veiller à ce que ces lois soient appliquées. Le HCR veut ainsi mettre fin à ce fléau dans la sous-région ouest-africaine d'ici à 2024. D'ailleurs, une campagne dénommée J'existe a été lancée à cet effet par l'agence onusienne en 2014 en lien avec les priorités nationales du Togo. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Adjourouvi Pakom, à l'ouverture des travaux, a salué les efforts du HCR et souligné les actions du Togo en matière de lutte contre l'apartheid. Le Togo a adopté ces dernières décennies des lois visant à prévenir des risques d'apartheid, voire en régler d'éventuels cas. Des solutions appropriées ont été apportées à l'épineuse question de l'équité genre dans la transmission de la nationalité et dans la déclaration des naissances. Il en est ainsi de l'adoption en juin 2012 des modifications apportées à la loi portant code des personnes et de la famille. Le Parlement a adopté la loi relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo, adoptée en septembre 2020 par la présente législature. Pour couronner l'engagement du président de la République dans la promotion des droits fondamentaux de la personne dont le droit à la nationalité, le Parlement a autorisé la ratification de 2 conventions internationales relatives à l'apartheid le 15 juillet 2021. Le Togo se prépare activement à prendre part à l'exposition universelle de Dubaï qui se déroule jusqu'au 31 mars 2022 aux Émirats arabes unis. Le Togo y participe sous le thème de l'inclusion du numérique dans le développement des populations. Hier, les opérateurs économiques togolais inscrits à cette rencontre commerciale se sont retrouvés pour échanger sur le programme des activités en ce qui concerne le Togo. 3 principales activités ont été retenues pour la délégation togolaise à Dubaï. D'abord, celle du 19 décembre prochain appelée Journée économique du Togo, celle du 21 décembre consacrée, elle, à la Journée nationale et enfin celle du 8 février 2022 appelée Journée des start-up togolaises. Johnson Kweku Banka, commissaire général du Togo à l'Expo Dubaï 2020. Le Togo a programmé, animé 3 grandes activités au cours de cette manifestation, dont la première est la journée économique. Et cette activité comporte 2 parties. La première partie sera animée par le côté gouvernemental qui parlera des opportunités d'affaires au Togo, des projets d'affaires d'investissement. Et la seconde partie est réservée à nos opérateurs économiques qui peuvent profiter de cette occasion-là pour avoir des contacts d'affaires, des rencontres, puis certainement des partenariats d'affaires. Nous avons fait cette rencontre avec eux aujourd'hui pour leur apporter beaucoup plus d'informations, des précisions sur les activités qui sont inscrites pour cette journée-là et comment les facilités qui sont mises en place pour leur faciliter les déplacements sur Dubaï. Et donc ça leur a permis également de nous poser des questions d'éclaircissement. L'Expo Dubaï 2020 est placée sous le thème
connecter les esprits, construire le futur. Mais les autorités togolaises ont placé leur participation sous les signes de l'inclusion du numérique dans le développement des populations. Nous retrouvons Johnson Kweku Banka. Chaque exposition a son thème. Le thème de cette année porte beaucoup plus le numérique. C'est pour ça que le Togo a opté pour le numérique. Mais lorsqu'il s'agit de la journée économique, c'est tous les secteurs d'activité qui sont concernés. Vous parlez de votre économie. Et donc, s'il y a des agriculteurs qui voudraient y aller pour rencontrer des opérateurs économiques, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons une journée du numérique pour permettre aux start-up, à ceux qui s'intéressent au numérique, d'être à l'aise ce jour-là. Culture à présent, le cinéma est en plein essor au Togo depuis une dizaine d'années, mais tel n'est pas le cas pour le cinéma d'animation, un secteur promoteur mais peu connu du grand public. Et c'est dans la perspective de vulgariser ce métier que l'Association togolaise du cinéma d'animation ATCA a initié des séances de formation à l'intention des jeunes désireux de faire carrière dans le domaine. C'est dans le cadre de la semaine de la fête du film d'animation. Daniel Achali, président de l'association ATCA. L'objectif, c'est de renforcer en fait la capacité des jeunes qui font déjà un tout petit peu l'animation ou qui s'y connaissent un peu. L'expert qu'on a fait venir de la Côte d'Ivoire, on l'a fait venir pour qu'il puisse livrer à peu près son expérience dans le domaine et renforcer vraiment les capacités de ces jeunes-là. Ça les a permis en fait de découvrir le monde de l'animation et c'est l'objectif en fait que nous visons. Notre but réel, c'est de promouvoir le cinéma d'animation pour que les gens puissent savoir que ça peut être un domaine porteur de l'économie. Certains participants livrent leurs impressions à l'issue de la formation. De mon expérience, j'ai pu toucher moi-même du doigt le domaine. Comme je suis allée sur le terrain, j'ai vu que c'était à peu près pareil, mais avec encore de nouvelles choses. C'est surtout avec l'expérience que ça vient. Moi, j'ai opté pour cette filière afin de pouvoir, en tout cas, tirer mon épingle du jeu. Avec ça, je ne vais pas chômer. J'ai choisi le domaine d'animation parce que c'est par passion. Dans mon enfance, je regardais les dessins animés, les séries. C'était une passion pour moi de faire ce métier. Les activités prennent fin ce samedi avec une projection de film à l'Institut français du Togo à Lomé. La rencontre d'échange de 2 jours initiée par la cellule genre du ministère de la Communication et des médias à l'intention des acteurs hommes et femmes sur la promotion de la femme dans le secteur de la communication, l'existant et les perspectives a pris fin hier à Atakwame. Au terme des travaux, certains participants se sont prononcés. C'est au micro de Nathalie Paneguet. Ça a été une très belle rencontre où la question de la femme a été posée sur table. On a eu à débattre, à échanger. Comment faire pour améliorer la situation de la femme, lui donner encore sa place dans la société pour qu'elle contribue efficacement au développement de sa localité, de sa famille et puis le pays. Depuis un moment, il y a eu des femmes qui sont promues à des postes de responsabilité au niveau du ministère, au niveau aussi de nos organes. On pense qu'il reste encore beaucoup à faire parce que aujourd'hui, vu le nombre de femmes, le niveau d'études des femmes et des hommes, on voit que les hommes sont toujours devant. Ce que nous voulons, c'est qu'on essaye de promouvoir la femme. Quand il y a un poste de responsabilité qui se dégage et qu'il y a une femme et un homme qui sont candidats pour ce poste, qu'on promeut plutôt la femme. Parce que la femme a la capacité de travailler comme un homme. Et surtout de redonner confiance à la femme. Le harcèlement sexuel est ressenti dans les milieux du travail. Il est question maintenant de lutter contre cette forme de violence. C'est une agression. Très souvent, c'est les hommes qui agressent les femmes par des manières, des attouchements sur des parties intimes, ce qui n'est pas normal. En revanche, il y a aussi des harcèlements sexuels à l'endroit des hommes par des habillements indécents pour attirer l'homme, ce qui n'est pas bon. Donc que la femme aussi s'habille décemment, que l'homme se responsabilise et ce n'est pas à cause de l'habillement d'une femme qu'il faut l'agresser sexuellement. Je me suis familiarisée avec la cellule genre du ministère de la Communication. J'ai fait connaissance des membres de ce bureau, ce qui m'a
encore plus marqué au cours de ces 2 jours, c'est les sous-thèmes qui ont été développés dans nos sous-groupes de travail. Le harcèlement sexuel, la discrimination. On a trouvé des causes et on a essayé de trouver des approches de solutions. On a pu énumérer les mots qui nous gangrènent. Ce dont la femme de la communication souffre, c'est de ça qu'on a parlé réellement. Donc mon souhait, c'est que nos résolutions soient prises en compte par les décideurs pour que vraiment la femme de la communication soit aussi épanouie dans son métier. L'atelier ouvert jeudi dernier à la mairie d'Atakwame avait pour objectif de faire la situation de la femme fonctionnaire en général et celle de la communication en particulier. Sommet extraordinaire de la CEDEAO demain à Accra sur le Mali et la Guinée. Il sera consacré à l'évolution des situations dans les 2 États. Ce sommet doit statuer sur l'évolution de la transition en Guinée où une délégation de l'organisation sous-régionale s'est rendue fin octobre. Il sera également largement question de la transition au Mali alors que la tension est montée d'un cran récemment entre la CEDEAO et la junte militaire au pouvoir lorsque le gouvernement malien a ordonné l'expulsion du représentant de l'organisation ouest-africaine à Bamako. Le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, a fermement condamné hier le récent attentat terroriste meurtrier au Niger. M. Mahamat a en outre réaffirmé la solidarité de l'Union africaine avec le gouvernement et le peuple nigérien en cette période difficile. Il a également souligné que cette nouvelle attaque choquante contre les civils est un rappel brutal du besoin urgent d'un soutien régional et international renouvelé et d'une solidarité avec les gouvernements et les peuples de la région du Sahel dans leur lutte contre le terrorisme. L'explosion d'un dépôt de carburant a provoqué la mort d'au moins 80 personnes à Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Un accident de la route serait à l'origine du drame. Selon des témoins, l'explosion a été provoquée par un véhicule qui a pris feu dans une station-service après un accident de la route. Le feu s'est donc ensuite propagé dans le quartier. Plusieurs corps calcinés ont été découverts dans les voitures et dans les rues adjacentes. Le vice-président sierra-léonais s'est rendu ce matin sur place accompagné d'une délégation. Et nous abordons la page invitée. Jusqu'à 25 000 personnes tentent depuis une semaine à Glasgow, au Royaume-Uni, de maîtriser le changement climatique. Les observateurs et les dirigeants du monde entier à ce sommet crucial sur la COP26 espèrent des annonces d'envergure comme une sortie accélérée du charbon, une réduction drastique des coupes d'arbres ou encore un financement des aménagements des zones côtières pour protéger la population face à la montée des eaux. 6 ans après l'accord de Paris sur le climat, l'heure est donc à la remobilisation et on s'interroge par exemple sur la part du continent africain dans la pollution planétaire, l'impact de la pandémie à coronavirus sur l'environnement et les acteurs y intervenant et si le Togo avait des potentialités à faire valoir à l'échelle mondiale dans le processus de la protection de l'environnement. Toutes ces questions, nous allons les poser à Madame Yao Meri, membre de la délégation togolaise à Glasgow. Elle est chef division lutte contre les changements climatiques au ministère de l'Environnement. Avant son départ pour Glasgow, elle a accepté un entretien avec Radio Lomé. Madame Meri Yao est au micro de Théophile Dandako. Madame Yao Meri, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes chef division lutte contre les changements climatiques au ministère de l'Environnement. Le Togo prendra part du 31 octobre au 12 novembre prochain à la COP26 à Glasgow. Est-ce pour présenter un projet innovant dans la lutte contre les fléaux climatiques ou pour plaider pour les financements comme celui du Fonds vert? Effectivement, le Togo se prépare comme toutes les parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique à prendre part à la conférence
des parties. Les deux aspects que vous avez soulevés seront pris en compte. Il présentera d'abord, il a déjà soumis ses contributions déterminées au niveau national. Il faut rappeler que le Togo avait préparé ses premières contributions en prélude à l'adoption de l'accord de Paris. Et conformément à l'article 4 de cet accord, toutes les parties doivent actualiser ces contributions tous les 5 ans. Et la première phase était en 2020, mais compte tenu de la Covid, ça a été repoussé à cette année. Donc, beaucoup de parties ont déjà soumis les contributions actualisées, dont le Togo, qui a soumis aussi les siennes le 12 octobre passé. Donc, il présentera, disons officiellement, cette nouvelle contribution qui est ambitieuse et qui s'élève à 50,57%, histoire de plaider les financements. Ce document servira de plaidoyer parce qu'il est ambitieux. Il faut les ressources pour les mettre en œuvre. Il plaidera pour mobiliser les ressources. Également, les échanges auront lieu entre les délégations, même les plus hautes autorités, envisagées au plus haut niveau avec les responsables du Fonds vert pour pouvoir mobiliser les ressources pour la mise en œuvre de ces CDN et d'autres programmes planifiés dans la feuille de route et dans d'autres documents sectoriels. Justement, parlons de ce fonds vert pour le changement climatique. Un atelier a été organisé en ce sens. Qu'est-ce qui a été fait et quel est le mécanisme pour en bénéficier? Par rapport à l'atelier sur le fonds vert qui s'est tenu le 21 octobre, il a été question de porter à la connaissance des acteurs, surtout les acteurs du secteur privé, l'information sur la mobilisation, les critères et les modalités de mobilisation des ressources du fonds vert et les critères d'accréditation. Parce que pour accéder au fonds vert, il y a ce qu'on appelle entités accréditées. Donc, ce sont des structures intermédiaires entre le fonds vert et les pays. Donc, il a été présenté aux acteurs les conditions d'accréditation des structures telles que les banques nationales, les banques commerciales et les agences nationales peuvent répondre aux critères postulés à l'accréditation ou à l'accès au fonds vert. Quels sont les critères justement? Oui, ces critères, c'est entre autres la gestion autonome. Il faut avoir un compte autonome, les gestions fiduciaires, les audits, les entités ou les structures doivent mener et faire régulièrement les audits environnementaux et financiers et doivent avoir un plan de gestion environnementale, également un plan de gestion du genre, parce que dans toutes les actions, il faut impliquer les deux types d'acteurs, femmes et hommes. Alors madame, quelle est la part du continent africain dans la pollution planétaire et qu'est-ce que l'Afrique peut proposer dans la gestion de ce cataclysme sans forcément demander de l'aide extérieure? La contribution de l'Afrique aux émissions de gaz à effet de serre est faible, je dirais même très faible. Ça représente 4% des émissions mondiales, alors que tous les pays africains subissent les effets et impacts néfastes des changements climatiques. Et mettant très peu, ils mettent les foyers étant victimes, et la plupart de ces pays mettent l'accent sur l'adaptation, qui est une forme de survie avec les nouvelles conditions qu'imposent les changements climatiques. Par contre, les pays font également des efforts pour pouvoir contribuer à la limitation du réchauffement climatique. Et ces efforts se résument dans la partie inconditionnelle de leur contribution déterminée. Parce que dans la plupart des contributions des pays africains, il y a les volets inconditionnels et les volets conditionnels. Le volet inconditionnel, c'est la partie des contributions qui va être mise en œuvre sur les ressources propres des pays. Et les conditionnels, c'est lorsque le pays reçoit des ressources additionnelles de la part des partenaires. Donc tous les pays ont des volets inconditionnels, c'est leur effort propre. Et tous ces volets réunis font vraiment un effort commun de toute l'Afrique. Alors dites-nous, quels sont les enjeux, particulièrement de la COP 26, 6 ans après l'édition de Paris? Comme enjeu, il faut relever l'ambition
parce que le 6e rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a relevé que la mise en œuvre des CDN antérieures qui ont été soumises en 2015 à Paris ne peut pas contribuer à réduire les émissions et ramener le niveau de réchauffement climatique en dessous de 2 degrés comme objectif de l'accord de Paris. Donc il faut que les gens fassent des efforts supplémentaires pour pouvoir ramener ce réchauffement-là. Il faut rehausser le niveau d'ambition. Un autre article aussi le dit, en actualisant les contributions, il faut rehausser l'ambition. Donc le slogan de cette COP ou le défi majeur, c'est le rehaussement de l'ambition climatique. Il y a aussi des promesses qui sont en suspens, telles que la mobilisation de 100 milliards de dollars de la part des partenaires des pays développés pour aider les pays en développement. Cette promesse a été faite depuis 2019, mais jusqu'à présent, elle n'a jamais vu le jour. Donc je crois que c'est aussi un défi à relever. Si les pays développés arrivent à mobiliser ces ressources-là au profit des partenaires des pays en développement, je crois qu'ils feront des efforts supplémentaires pour contribuer à la réduction du réchauffement climatique. Madame Yaoméry, je rappelle que vous êtes chef division changement climatique au ministère de l'Environnement. Le monde entier traverse une situation particulière liée à une pandémie. Alors, quel est l'impact de la pandémie à coronavirus sur l'environnement et sur les acteurs y intervenant? La pandémie liée à la COVID-19 a de sérieux impacts sur l'environnement et également les acteurs de ces secteurs. Disons que ces impacts sont de 2 volets. Il y a un côté positif, mais qui risque d'être rattrapé par la reprise des activités. Et que durant la période de la Covid où tous les pays étaient en confinement, les frontières fermées, la navigation aérienne n'avait pas travaillé. Là, pendant cette période, on a pu gagner un peu parce que les émissions liées à la navigation aérienne ont été réduites pendant au moins 1 an. Mais il faut dire que la reprise des activités risque de faire encore redoubler d'émissions par rapport à ce qu'on avait gagné comme avantage. Maintenant, comme impact négatif, c'est qu'il y a eu un regain de surexploitation des ressources naturelles. Parce que les pays étant en confinement, les activités que les acteurs menaient pour gagner des ressources ou des revenus, tout est au ralenti et fermé. Donc les gens sont rabattus sur les ressources naturelles, telles que dans notre pays, par exemple, les gens sont attaqués encore aux forêts pour les couper, pour en faire du bois de chauffe, du charbon de bois et gagner quelques sous parce que les activités qu'ils menaient ne sont plus vraiment fructueuses. Donc il faut dire que l'environnement a reçu un coup en ces termes-là. Le Togo a-t-il des potentialités à faire valoir à l'échelle mondiale dans le processus de la protection de l'environnement? Le Togo a des potentialités parce que actuellement il est en train d'aller vers les énergies renouvelables qui contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon la feuille de route du gouvernement, il y a aussi le projet P36 par exemple qui concerne la promotion de voitures électriques, donc la mobilité verte. Donc toutes ces potentialités-là peuvent être portées à échelle et faire valoir par le Togo en termes écologues, s'il faut le dire, et c'est des bonnes pratiques que nous pouvons partager, rechercher aussi, parce que c'est pas facile pour aller à ces idées. Il faut rechercher les ressources. Si on est soutenu, je crois qu'on peut vraiment avancer et gagner en termes de réduction. Madame, à quelques heures de votre départ pour Glasgow, Radio Lomé sollicite votre mot de fin. Le mot de fin, c'est que nous appelons les acteurs à Glasgow à faire preuve vraiment de responsabilité, parce que c'est l'un des principes de la Convention, la responsabilité commune mais différenciée. Ceux qui sont auteurs historiquement se connaissent, et s'ils prennent vraiment leurs responsabilités en honorant leurs promesses, comme je l'avais dit tantôt, au profit des pays en développement. Je crois que les pays en développement font déjà des sacrifices et ils sont encore prêts à consentir des sacrifices, des efforts supplémentaires pour contribuer à la réduction des émissions. Donc je souhaite vraiment un consensus autour des points qui sont programmés à l'agenda de cette conférence pour avancer. Parce que lorsqu'il n'y a pas consensus, tout est bloqué et vous pouvez faire 1000 COP autour de la même question.
Là, j'en appelle vraiment à la volonté de toutes les parties pour faire avancer les discussions autour des différents points. Merci madame. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Écho du palais. La pédophilie est un comportement caractérisé par l'attirance sexuelle ou par des sentiments amoureux persistants d'un adulte ou d'un adolescent envers les enfants, et le code pénal réprime ces actes sexuels commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, et ce, quel que soit l'âge de la victime. Les auteurs d'actes de pédophilie, de viol, d'attentats à la pudeur, d'actes de débauche et de dépravation s'exposent généralement aux condamnations prévues par le droit du pays dans lequel ils ont commis ces actes. Ces peines se traduisent souvent par une réclusion de longue durée, voire une peine à perpétuité, et peuvent parfois s'accompagner de travaux forcés. Ainsi, un menu accusé de crimes de pédophilie a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Dans la soirée du 26 mars 2012, la fillette Bella, alors âgée de 11 ans, a été envoyée par sa tutrice pour aller prendre de la farine de maïs au moulin du nommé Nago. Lasse d'attendre sa fille qui ne revenait pas, la tutrice s'est rendue elle-même au 10 moulins. Interpellé, le meunier a essayé en vain de lui faire croire que sa fille était déjà partie avant qu'elle ne découvre celle-ci dans le local attenant au moulin et servant de chambre au meunier. En réalité, c'est l'arrivée de la tutrice qui a mis fin à l'entreprise du meunier. Avant cela, il avait en effet réussi à déshabiller la fillette, à lui faire des attouchements et était sur le point d'avoir des rapports sexuels avec elle. Tant à l'enquête préliminaire que devant le juge d'instruction, l'inculpé a reconnu les faits qui lui sont reprochés en soutenant toutefois que c'est la fillette qui s'était introduite dans sa chambre et l'avait invité à avoir des rapports sexuels avec elle. Il a précisé qu'ils se sont simplement caressés et qu'il n'y avait pas eu d'acte de pénétration. Les renseignements recueillis sur le meunier lui sont en tout cas favorables. Menuisier de formation, il a quitté son village natal pour Lomé en quête de moyens en vue de monter son atelier. Il est présenté comme un garçon sage qui ne fait pas de compagnie et qui n'aime pas la bagarre. Il est aimé par son entourage. Mais étant donné que ces faits constituent le crime de pédophilie prévu et puni par l'article 393 du Code de l'enfant, il a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain. Du sport, le Togo peine et même est hors course pour la Coupe du Monde Qatar 2022 pour la confrontation contre le Sénégal qui arrive à Lomé avec tous ses cadres. Paulo Duarte éprouve des difficultés à convaincre les expatriés de rejoindre la sélection nationale. Kilim Poyode. La vie ne s'arrête pas parce que les binationaux ne sont pas là. Cette phrase de Paulo Duarte en conférence de presse en dit long sur les difficultés qu'éprouve le technicien togolais et son staff pour faire venir les joueurs togolais évoluant à l'étranger et qui, de surcroît, possèdent d'autres passeports. On peut déduire que plusieurs raisons expliquent ce manque d'engouement pour ces joueurs de porter la tunique togolaise. Entre autres, on peut évoquer les problèmes d'ordre structurel, professionnel et surtout financier, à savoir les primes. Certains qui ont déjà fait l'expérience ne se voyant pas bien traités ont décidé simplement d'opposer une fin de non-recevoir. Pour d'autres, il faut une réflexion plus poussée et même certains désirent se consacrer uniquement à leur club. En revanche, dans le camp adverse, c'est-à-dire dans le camp sénégalais, c'est l'union sacrée autour du coach Aliou Cissé. Là, on ne lésine pas sur les moyens pour battre le Togo, bien qu'on soit déjà qualifié pour les barrages. À part Pape Gueye, qui est convoqué pour la première fois au sein de la sélection sénégalaise, le reste n'est que du classique. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et autres Idrissa Gana Gueye sont tous présents pour le match de la 5e journée de ces éliminatoires de Qatar 2022. Verdict jeudi 11 novembre 2021, le match débute sous les coups de 19h en temps universel au stade de Kégué.
Revue de presse pour clôturer ce journal. L'actualité la plus largement traitée dans les parutions cette semaine est la participation du chef de l'État fort Essozom Nanya Zingbe à la 26e conférence des partis sur les changements climatiques à Glasgow en Écosse. Revue de presse, Juliette Kandé. Participation du Togo à la COP 26 à la quête des investissements pour un développement sobre en carbone. Lit-on à la une du quotidien privé Togo Matin. En dehors du chef de l'État, il y a une forte délégation togolaise composée de techniciens du ministère de l'Environnement et des acteurs de la société civile. À la COP 26, le Togo entend formuler des propositions conformément aux initiatives prises ces dernières années et prendre de nouveaux engagements pour la réduction drastique des émissions dans les secteurs de l'énergie, du transport, des procédés industriels et utilisation des produits de l'agriculture, de la foresterie et autres affectations des terres et la gestion des déchets. C'est selon Togo Matin. Plus loin, le confrère relève que les besoins de financement associés à toutes les options d'atténuation identifiées sont estimés à 2 699,363 millions de dollars à l'horizon 2030, dont 697,719 millions de dollars pour les options inconditionnelles et 2001,643 millions de dollars pour les actions du conditionnel. Les derniers représentent les coûts d'investissement en capital requis et les coûts de mise en œuvre. En termes de défis, le Togo vise à atteindre 50% d'énergie renouvelable. Information de la Nouvelle Tribune. Ainsi, le gouvernement veut porter à 3% la part des véhicules électriques d'ici 2025, étendre le réseau routier rural, construire l'autoroute de l'unité par l'accélération du projet de développement de la route nationale numéro 1, reliant l'Hinterland productif à l'agglomération de Lomé et au port autonome. Autre défi, porter la part de la population utilisant le biogaz à 4% en 2025. Dans le domaine du bâtiment, le Togo prévoit construire au moins 100 bâtiments écologiques d'ici 2030. Le journal a en tout cas énuméré plusieurs perspectives touchant tous les domaines et secteurs d'activité. Les mouvements sociaux dans le secteur de l'enseignement sont le deuxième sujet beaucoup abordé par les professionnels des médias la semaine qui s'achève. Les syndicats de l'enseignement vont-ils mettre à exécution leurs menaces? S'interrogeait le libéral, paru, il faut le préciser, le mercredi, donc avant les dates retenues, mercredi et jeudi, par les syndicats pour observer la grève. Le mot d'ordre de grève avait été notamment lancé par la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, FESEN. Elle revendique les primes de gratification exceptionnelles promises par le gouvernement. Le ministre en charge des enseignements, professeur Dodi Komlan Kokoroko, avait estimé que la menace de grève n'avait pas lieu d'être car la promesse n'est pas un droit. Côté FESEN, l'on pense que le gouvernement joue au dilatoire étant donné qu'il ne communique ni sur le montant de la gratification ni sur la date de paiement. Dans la foulée, le ministre en charge du travail Gilbert Bawara avait aussi réagi défavorablement au préavis de grève, d'où la question posée par le journal Le Libéral. Eh bien, mercredi et jeudi, des enseignants auraient observé la grève. C'est en tout cas selon le bureau de la FESEN. Dans un communiqué, son secrétaire général, Sénon Moussime, se dit satisfait et même a félicité les membres qui ont respecté le mot d'ordre de grève. Cependant, à la fin de la deuxième journée de grève, le jeudi, le ministre Komlan Dodi Kokoroko a rétrogradé 1192 directeurs d'écoles publiques. Ils deviennent désormais de simples enseignants et seront redéployés sur le terrain. Une injustice sociale selon le secrétaire général de la FESEN qui a déclaré s'engager pour le rétablissement de la justice sociale dans son communiqué. Et puis le système judiciaire connaît un remaniement par décret présidentiel. Mawana Talaka, précédemment directeur de cabinet au ministère de la Justice, a été nommé procureur de la République en remplacement de Essol Isam Poyode. Lui devient procureur général près la cour d'appel de Lomé. À la chronique de la semaine de se demander si le système judiciaire togolais, grand corps malade et décrié, va-t-il connaître un renouveau. En effet, outre les deux postes précités, il y a un certain nombre de changements.
chronique de la semaine souligne que ces affectations interviennent après que le président du Conseil supérieur de la magistrature, Abdoulaye Yaya, dit dénoncer plusieurs pratiques dans lesquelles les magistrats se sont rendus coupables. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Lomé, c'est ainsi que s'achève ce journal magazine pluriel. On se donne rendez-vous samedi prochain.